cœur de l'événement. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est 6 heures. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette première session de l'information. Tout de suite, le journal. Présentation Ange Patrick Eouli, bonjour à vous. Bonjour Estella Sounou, madame, monsieur, bonjour. Sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. C'est tout le sens de la célébration de la journée africaine de la statistique ce 18 novembre 2021. Journée africaine qui est à sa 31e édition. L'Afrique a encore plus besoin de la statistique propos de la ministre ivoirienne du plan et du développement, Nialé Kaba, que vous entendrez dans ce 6 heures. La semaine nationale de l'eau se poursuit jusqu'au 21 novembre prochain, ouverte ce mardi. Cette semaine qui est à sa 6e édition appelle à une gestion responsable et durable des ressources en eau. Un extrait du message du gouvernement avec Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts. Toujours dans l'actualité nationale, la Banque mondiale aux côtés des autorités ivoiriennes pour la sécurisation de l'eau. L'institution financière annonce le décaissement d'environ 100 milliards de francs CFA pour un accès à l'eau potable au profit de plus d'1 million de personnes issues de 12 centres urbains de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, le bilan de l'attaque contre la gendarmerie à Inata dimanche, revu à la hausse selon les autorités. C'était au terme du Conseil des ministres tenu ce mercredi, conseil qui a aussi annoncé des sanctions et la tenue d'un conseil de défense dans les tout prochains jours. Et nous parlerons sport avec Serge Dakouri. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, c'est la mère des radios en Côte d'Ivoire qui vous informe. La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays africains, célèbre ce 18 novembre 2021 la 31e édition de la journée africaine de la statistique. Tout à fait. Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique. Le thème de cette année qui donne l'occasion aux nations africaines de réfléchir sur des stratégies pour des données statistiques fiables au plan socio-culturel en cette période où sévit le coronavirus. Dans le message du gouvernement ivoirien lu par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, l'on retiendra que le continent africain a plus besoin de la statistique. Nous l'écoutons. Ce thème, en tandem avec celui de l'Union africaine pour l'année 2021, est un appel à renforcer la production des statistiques sur les arts, la culture et le patrimoine pour la construction de l'Afrique que nous voulons. En Afrique, les industries créatives offrent un potentiel énorme d'emploi et de croissance du produit intérieur brut à l'échelle continentale. Par exemple, les domaines du textile et de l'habillement, dont la main-d'œuvre comprend une majorité de femmes, représentent collectivement le deuxième secteur le plus important après l'agriculture dans les pays en développement. Afin d'exploiter ce potentiel, il convient de disposer de données statistiques fiables et désagrégées sur les industries de la culture et de la création. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. De cette journée africaine, nous passons à la célébration de la Semaine nationale de l'eau. Célébration ouverte ce mardi. Oui, la Semaine nationale de l'eau qui court jusqu'à ce dimanche 21 novembre est marquée par plusieurs activités dont des ateliers institués depuis 2013. Cette semaine appelle à une gestion responsable et durable des ressources en eau. À cette occasion, le ministre des Eaux et Forêts a délivré le message du gouvernement ivoirien des ressources en eau pour tous. Quelle stratégie pour une gestion intersectorielle durable, tel est le thème de cette 6e édition. Les explications de cette thématique avec Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts. Ce thème met en exergue la nécessaire complémentarité entre les différents acteurs et secteurs d'activité socio-économiques pour une utilisation durable de l'eau afin de satisfaire les besoins de tous et atteindre les objectifs de développement durable. Depuis de longues dates, l'eau est l'objet de fortes pressions, tant anthropiques qu'environnementales. C'est une ressource essentielle pour l'ensemble des catégories relatives aux objectifs de développement durable, notamment
concernant la lutte contre la faim, la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, la lutte contre les inégalités entre régions, la création de richesses et de construction d'une économie à la fois résiliente et structurante. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, qui se prononçait à l'instant à l'occasion de la Semaine nationale de l'eau. L'eau, source de vie, vous le savez, est fortement menacée par le réchauffement de la planète. Une politique rigoureuse de gestion durable de cette eau s'impose donc à chaque pays pour éviter une pénurie. La Banque mondiale appuie l'État ivoirien dans ce sens. Un atelier de validation de la sécurité de l'eau s'est ouvert à cet effet ce mercredi, ici même à Abidjan. Coralie Gevers, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. D'abord, nous sommes déjà impliqués dans des investissements avec près de 200 millions de dollars en appui à l'accès à l'eau potable dans 12 centres urbains à travers la Côte d'Ivoire qui vont bénéficier à plus de 1,2 million de personnes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin de mettre à échelle ce genre d'engagement et nous savons aussi que la gestion de l'eau ne dépend pas entièrement du ministère de l'Hydraulique. On sait aussi qu'il y a des demandes sur l'eau du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Énergie pour produire de l'électricité et qu'il y a aussi d'autres, malheureusement, effets, tels que les effets du changement climatique qui sont des menaces sur la disponibilité d'eau. Dès lors, avec le ministère de l'Hydraulique, nous les soutenons à préparer une stratégie, un programme pour la sécurité de l'eau sur le long terme que nous serons ensuite très heureux de soutenir avec un programme de financement qui sera basé sur les résultats à partir de l'an prochain, je pense. Coralie Gevers, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, également sur le fil de l'actualité nationale. Initiative de la société civile pour les ODD en Côte d'Ivoire qui poursuit son plaidoyer auprès des décideurs. Ce mardi, une rencontre s'est tenue avec les directeurs de cabinet pour inviter ces derniers à s'imprégner des objectifs de développement durable en abrégé ODD. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de l'ODD 16 intitulé Paix, justice et institutions efficaces. Au terme des échanges, quelques directeurs de cabinet se sont prononcés. Leur réaction. Préfet Sidibé Mamadou, directeur de cabinet adjoint du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Je pense que c'est une très bonne initiative pour mettre en lumière les ODD et leurs cibles. Mais surtout, l'ODD 16, qui est quand même un point central et qui est transversal. Nous pensons qu'après cet atelier, tout un chacun a bien compris et que ça va pouvoir se traduire dans nos actes quotidiens pour que nous puissions arriver à l'atteinte de ces objectifs-là en 2030. J.K. Claude, directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je pense qu'il était bon de s'asseoir avec les directeurs de cabinet qui sont un peu comme la cheville ouvrière des ministères, collaborateurs des ministres qui doivent coordonner l'action des ministères et il faut que ce tableau de bord qu'on appelle ODD soit toujours la référence. La Côte d'Ivoire respecte ses engagements en matière d'ODD, mais il faut aller au-delà, il faut aller à la performance. On poursuit ce journal toujours avec l'actualité nationale. Ange-Patrick Eoli. Oui, et nous parlons de l'ouverture de la campagne de supplémentation en vitamine A et de déparasitage des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. C'est à partir du 26 novembre prochain. Les agents de santé se rendront dans les 72 districts sanitaires que compte la Côte d'Ivoire. En prélude à cette opération, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de nutrition, a organisé une cérémonie de briefing objectif, sensibiliser les populations, mais surtout former les hommes de médias pour en faire un véritable succès. Les explications de Corona Sekongo. La vitamine A, en effet, réduit de 23% à 30% la mortalité infantile, de 50% le nombre de décès dus à la rougeole et de 40% ceux dus à la diarrhée. La carence en fer chez l'enfant responsable d'anémie est provoquée par les vers, d'où l'importance de faire administrer à l'enfant la vitamine A et le déparasitant. Christophe Conan, Programme national de nutrition. La vitamine A permet de prévenir le mal des yeux, sinon la cécité chez les enfants, et puis aussi il permet d'éviter certaines infections. Et quant au déparasitant, il permet à l'enfant d'éviter les vers qui sont cause d'anémie. Tous les enfants qui ont les vers, vous savez qu'ils peuvent manquer de sang, et donc du coup, ces deux intrants-là sont très importants pour les enfants. C'est pour cela que nous demandons aux parents de faire sortir tous les enfants durant les 4 jours d'activité. Toutes ces deux interventions sont entièrement gratuites. Le lancement de la campagne de supplémentation en vitamine A et déparasitage des enfants de 0
0 à 5 ans sera officiellement lancé dans le district sanitaire d'Aboville le 26 novembre en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Parlons à présent de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Fort heureusement, cette sentence prononcée à l'issue par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès n'a jamais été appliquée dans notre pays et pour ne pas que la Côte d'Ivoire se détourne des différents dispositifs l'abolissant, l'ACATSI a, au cours d'un atelier, fait un plaidoyer en vue de la ratification du deuxième protocole facultatif pour l'abolition de la peine de mort. Le deuxième protocole facultatif est le seul traité international à portée universelle qui interdit les exécutions et qui a pour but l'abolition totale de la peine de mort dans tous les États. Toutes les dispositions doivent être prises pour ne pas que la peine de mort soit appliquée dans notre pays. C'est ce que souligne Venceslas Assou, PCA de l'ACATSI. Nous avons voulu organiser cet atelier-là pour réfléchir sur l'importance de la ratification par l'État de Côte d'Ivoire de l'OP2, que le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à rendre irréversible la peine de mort. Il faut dire que nos attentes ne sont pas multiples. Nous avons une seule attente, que l'État de Côte d'Ivoire puisse ratifier l'OP2. C'est vrai que la peine de mort en 1960 existait dans la Constitution, mais n'avait pas été appliquée. Les conditions de 2000-2016 font directement recours à l'abolition de la peine de mort parce que la vie humaine est sacrée en Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons pas qu'en avenir, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, un autre pouvoir puisse venir et réinstaurer la peine de mort comme cela a été dans certains pays d'Afrique. Donc nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire puisse ratifier l'OP2 de telle sorte qu'on ne puisse plus dans l'avenir recourir à la peine de mort. Intéressons-nous à cette campagne de sensibilisation sur l'immigration et la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une initiative de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, en abrégé CIP. Elle a eu lieu à Aboissau, capitale régionale du Sud Comoé. Tout comme lors des précédentes étapes, les premiers responsables de cette organisation ont expliqué les avantages de ce projet qui vise à formuler un plaidoyer au gouvernement pour l'amélioration de la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains et des migrants. Autre point de cette rencontre, la sensibilisation sur les procédures pénales dans les zones de couverture du projet, surtout sur les aspects liés à la traite des personnes. Aqua Jean, secrétaire général de la préfecture d'Aboissau, est lui revenu sur l'importance de ce projet dans sa localité avec lui d'autres participants. Nous les écoutons. C'est une campagne qui est la bienvenue parce que l'État de Côte d'Ivoire a signé des accords internationaux et il est de l'obligation de l'État de veiller à l'application des accords. À Boissou, il y a beaucoup d'enfants qui sont convoyés pour travailler dans leur paillage, dans les plantations et puis dans les minages. Gondo, chef central des WER du département d'Aboissou. Nous avons beaucoup appris. Il ressort que c'est au niveau de chaque cellule familiale qu'il faut commencer à préparer l'enfant, à faire son avenir sans forcément penser à aller en Europe. Dako Dano, directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant. Par ailleurs, secrétaire technique de la cellule régionale de lutte contre la traite des personnes. Nous sommes en train de mettre sur pied les comités locaux, c'est-à-dire à côté de la cellule régionale. Nous sommes en train de créer dans les villages des comités pour pouvoir sensibiliser au plus près des populations. Et puis en même temps nous reporter les informations. Il faut qu'on leur présente les dangers, il faut qu'on leur dise que ce ne sont que des manières de leur miroiter le beau qui devront sensibiliser nos enfants à comprendre que l'Eldorado c'est ici, c'est pas ailleurs. Dans l'actualité hors de nos frontières, Burkina Faso, le bilan de l'attaque contre la gendarmerie à Inatar dans le nord du pays revu à la hausse selon les autorités. Oui, il est désormais de 53 décès, 49 gendarmes et 4 civils tués lors de l'attaque de dimanche contre la gendarmerie à Inatar dans la province du Soun. Selon les autorités du Burkina Faso, 46 gendarmes ont été par ailleurs retrouvés vivants à l'issue de l'attaque terroriste. Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé des sanctions. Les commandants du groupement du secteur Nord ont été démis de leurs fonctions. Le président Roch-Marc Christian Kaboré annonce l'ouverture d'une enquête et la tenue d'un conseil de défense dans les tout prochains jours. Et puis les États-Unis ont annoncé ce mercredi avoir ajouté la Russie à leur liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse. En revanche, le Nigeria, inscrit sur cette liste l'an dernier, en a été retiré selon un communiqué du chef de la diplomatie
diplomatie américaine. Anthony Blinken, qui doit se rendre cette semaine dans ce pays ouest africain. Le chef de la diplomatie américaine qui a débuté ce mercredi une tournée africaine de plusieurs jours. Première escale, Nairobi, la capitale kenyane, où Anthony Blinken a rencontré des leaders de la société civile. Avant un entretien avec son homologue Rachel Omamo et le président Uhuru Kenyatta, les conséquences du putsch au Soudan et la guerre civile en Éthiopie. Les deux principaux sujets évoqués. À cela s'ajoute la lutte contre la pandémie à coronavirus. Place à présent au sport sur Radio Côte d'Ivoire. Et il nous a rejoint pour ensemble feuilleter le chapitre des sports. Serge Dakouri, bonjour. Bonjour Ange Patrick. Ouvrons avec du judo sur le continent. Belle moisson des judokas ivoiriens de retour à Abidjan après des médailles raflées aux Open de Dakar et de Yaoundé. Oui, ils sont rentrés avant-hier mardi et ont été accueillis avec faste à leur arrivée en terre ivoirienne. Près d'une 50aine de personnes étaient massées du côté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour leur manifester leur fierté, avec en tête le représentant des ministères des Sports à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, tam-tam, cascagnette et autres pour animation pour bien remercier ces athlètes. La Côte d'Ivoire, sur les tableaux des deux compétitions, s'est classée chaque fois deuxième et a signé un record historique de 12 médailles, notamment celui de Dakar avec 7 médailles, 3 en or, 2 en argent et 2 en bronze au Stadium Marius Ndiaye, et 5 médailles obtenues du côté de Yaoundé. Heureux de ces athlètes excellés sur le continent avec des précieuses médailles, le président Seydou Daboné a exprimé sa fierté au micro de Radio Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'ai le beau rôle, mais il faut dire que ce travail a été un travail d'ensemble. Il faut d'abord remercier la direction technique qui, sans attendre les moyens, a mis tout en œuvre pour que ces athlètes-là soient prêts pour aller à ces différents tournois. C'est l'occasion aussi de remercier le ministère des Sports qui a compris très tôt que se qualifier pour les JO, ce n'est pas à la dernière année, elle commence dès la fin de l'Olympiade précédente. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de la performance de nos athlètes, mais il faut dire que nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Là, vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg. Avant même la fin des JO, la direction technique avait déjà proposé un programme pour que nos athlètes restent en éveil parce que les qualificatifs se jouent surtout au niveau du ranking. Donc le travail a commencé bien avant que les JO ne prennent fin. Précisons que pour l'Open de Dakar, c'est le Sénégal qui est monté sur la plus haute marche du podium avec 14 médailles, donc 5 en or, à côté de la Côte d'Ivoire qui est deuxième, le Maroc est bien troisième, faire la marche du podium avec 6 médailles. Équitation au plan local, avant l'Assemblée générale élective prévue demain vendredi, Moumouni Lonfo, président du club, dénonce plusieurs irrégularités. Oui, l'Assemblée générale élective à la Fédération ivoirienne d'équitation est prévue pour demain, vendredi 19 novembre 2021. 12 clubs se sont réunis hier au foyer de Koumassi pour dénoncer quelques faits. Ce point de presse qui intervient suite à des propos tenus par les membres de la fédération lors de la conférence de presse du 12 novembre dernier a été l'occasion d'évoquer des points suivants. Inadmissibilité de certains clubs à l'Assemblée générale élective de ce vendredi, demain, nous, 19 novembre, la mauvaise gouvernance de la fêtière, la suspension du processus électoral. Toujours avec Moumouni Lonfo. Eh bien, l'élu chef des décidants, il interpelle cette fois-ci le ministère en charge des sports et demande la suspension de ce processus électoral pour demain. On écoute Moumouni Lonfo. Nous attendons que la tutelle réagisse pour amener toutes les parties à la table de discussion. Quel mérite un président peut-il tirer d'une élection avec 4 clubs seulement face à une majorité qui ne peut pas exercer son droit de vote? Tous ces faits expliquent pourquoi ces clubs demandent la suspension du processus électoral en cours pour l'Assemblée générale du 19 novembre prochain. Alors, nous allons parler à présent en football sur le continent africain. Au Cameroun, Assemblée générale élective à l'Afecafoot. L'ex-capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o, a déposé sa candidature hier. L'ex-goléador des Lions indomptables et capitaine légendaire, Samuel Eto'o a passé à l'acte après avoir annoncé sa candidature à l'élection de la Fédération camerounaise de football le 21 novembre dernier. Hier, il a effectivement déposé son dossier de candidature, son slogan de campagne « Investir pour transformer ». Son programme se résume en 5 points: améliorer la gouvernance, développer la pratique du football camerounais, mobiliser les acteurs, améliorer l'attractivité des compétitions et restaurer l'esprit de compétition. L'élection est prévue pour le 21 décembre prochain et Samuel Eto'o
fait le tour en ce moment, bat campagne pour pouvoir rallier le maximum de suffrages. En attendant, Amadou Ndioya, président sortant, eh bien, n'a pas encore déclaré s'il était candidat face à Samuel Eto'o pour ce 21 décembre prochain. Éliminatoire mondial 2022, après sa défaite face au Ghana, l'Afrique du Sud a saisi la FIFA. Contestant sa défaite dimanche dernier face au Black Stars du Ghana, perdu 1-0 sur un pénalty transformé par André Ayew, les autorités sportives de l'Afrique du Sud ont saisi la FIFA, l'instance mondiale du football, pour dénoncer des irrégularités durant le déroulement de cette confrontation. Les Sud-Africains contestent avec véhémence l'arbitrage de cette rencontre et une requête a été déposée auprès de l'instance mondiale pour, bien entendu, invalider la qualification du Ghana pour les barrages. En attendant, il faut noter que les 10 qualifiés connaîtront leur sort le 18 décembre prochain au Qatar pour le tirage au sort des 2 chapeaux pour voir qui va affronter, quelles nations vont s'affronter en aller-retour pour les 5 places qualificatives pour l'Afrique, pour la grande fête du football dans un an du côté du Qatar. Voilà donc tout en ce qui concerne le sport sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Serge Dacoury. Voilà, cette information sportive tire le rideau sur ce 6h pour l'essentiel. Sachez que la sensibilisation du public sur l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique, c'est tout le sens de la célébration de la journée africaine de la statistique vécue ce 18 novembre 2021, journée africaine qui est à sa 31e édition. L'Afrique a plus besoin de la statistique, propos de la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Nialé Kaba, que vous avez entendu dans ce 6h. La grande matinale, la suite, c'est avec vous, Estella Soumou. Merci Ange-Patrick Ollier. Madame, Messieurs, c'était le journal de 6h. Vous avez suivi également le journal des sports présenté par Serge Dacoury. Prochain rendez-vous d'une information 7h. Le lancement national des journées carrières 2021 aura finalement lieu du 25 au 27 novembre 2021 à Dimbokro, la capitale de la région d'Unzi. Ainsi en ont décidé les organisateurs du ministère de l'Éducation nationale et l'alphabétisation via la direction de l'orientation et des bourses, dont le sous-directeur est notre invité du jour. Madame Eili est interrogée par Paul Philippe. L'invité du jour. Madame Eili Viviane, bonjour. Bonjour, Monsieur Paul Philippe. Reporté pour des raisons indépendantes de votre volonté, les journées carrières 2021 se dérouleront finalement la semaine prochaine. Effectivement, vous l'avez dit, pour des raisons indépendantes de notre volonté, la 9e édition du lancement national des journées carrières a été reportée du 25 au 27 novembre 2021, toujours à Dimbokro. Vous avez parlé de 9e édition. Pouvez nous faire un petit bilan de ces 8 éditions passées? Nous avons organisé 8 éditions. La première a commencé à Boaké en 2013. Ensuite, nous sommes allés à San Pedro. De San Pedro, nous avons fait le tour avec les élèves des établissements des directions régionales d'Abidjan. Ensuite, nous sommes allés à Yamoussoukro en 2016. De Yamoussoukro, nous avons fait Man. Après Man, Daloa, ensuite Korogo, et en 2020, nous étions à Gagnoa. Je dois vous dire, sans toute modestie mise à part, que ces différentes éditions ont rencontré un franc succès parce que nous avons rencontré l'adhésion des élèves, des parents d'élèves, des diplômés en quête d'emploi et de toutes les populations des localités que nous avons visitées. Vous voulez nous dire que les élèves destinataires de ces journées sont toujours mobilisés? Tout à fait. Les élèves ont toujours été mobilisés. Nos autorités également, parce que nous avons été accompagnés à ces différentes éditions-là par des autorités qui ont été désignées par notre hiérarchie, et à aucun moment nous n'avons constaté de défaillance du côté de nos autorités. C'est dire que cette activité-là retient l'attention de tout le monde au regard de son importance auprès de la population scolaire. Et les entreprises, est-ce qu'elles répondent favorablement à vos sollicitudes? Nous recevons beaucoup d'entreprises. Nous étions même à une centaine de stands d'entreprises exposantes. Il faut dire que nous avons les structures de formation, c'est-à-dire les grandes écoles. À côté des grandes écoles, nous avons des entreprises. Nous avons des établissements, des structures de formation qui viennent de l'extérieur du pays, des universités publiques et
sociétés privées. C'est vous dire que les exposants sont aussi intéressés et viennent en grand nombre. Et à côté de ça, nous avons aussi des entreprises qui nous soutiennent dans l'organisation de cette activité-là. Nous avons plusieurs entreprises citoyennes qui s'engagent aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour organiser cette activité d'information et de sensibilisation à grande échelle. Et finalement, le menu il reste le même, hein. C'est la tradition, c'est les panels, les conférences, les causeries, débats et cette exposition dont on parlait. Oui, le menu reste le même avec un modèle, le modèle de réussite sociale. Et cette année, nous avons le ministre Adama Coulibaly, fils de la région, qui est le modèle de réussite sociale. Il faut dire qu'à ce niveau-là, nous avons deux modèles, hein. Nous avons le modèle académique par excellence et puis le modèle autodidacte. Pour la région d'Unzi, nous avons Akissi Delta qui a été retenu par la région pour partager son expérience avec nos élèves, pour partager son expérience avec la population de Dimbokro, de Bongwanou et de Daoukro. Qu'est-ce que vous recherchez avec ces modèles de réussite? En réalité, nous voulons dire à nos élèves qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. C'est vrai qu'on va à l'école par la voie académique. Nous voulons avoir des masters, des PhD et arriver à nous insérer au plan professionnel. Mais lorsqu'il y a défaillance, il ne faut pas que nous baissions les bras. Il faut que nous cherchions à voir nos potentialités et à nous orienter dans le domaine dans lequel nous excellons. Voyez-vous, quelquefois, nous avons des enfants qui sont très talentueux dans le montage, dans le bricolage. Ça veut dire que ces enfants-là, s'ils sont orientés vers la formation professionnelle, forcément, ils s'en sortiront. Donc, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a des difficultés en mathématiques, parce qu'on a des difficultés en anglais. Il faut aller au-delà de nos difficultés et chercher toujours à s'insérer. Et c'est pour cela que nous invitons différents types de modèles. Des modèles de réussite sociale par la voie académique et des modèles par d'autres voies. Nous avons, à Yamsoukro en 2016, nous avions invité Madame Irielou Colette qui a dit aux enfants, qui a partagé son expérience avec les enfants. Une dame qui n'a pas été scolarisée, mais qui a été ce que toute la Côte d'Ivoire a vu, a connu. Et à côté d'elle, nous étions à Main avec une autre dame, Madame Glao, qui elle aussi est partie de rien et aujourd'hui une grande dame que nous avons vue avec beaucoup d'admiration sur des antennes de télévision à l'extérieur. Et vous voyez que c'est tout cela pour dire à nos enfants, à nos apprenants qu'il faut qu'ils s'accrochent et que tout est possible quand on se fait confiance, quand on réussit à connaître ses potentialités. Et ces journées carrières-là leur offrent l'opportunité de rencontrer des professionnels de l'orientation, de rencontrer des professionnels de divers secteurs d'activité pour échanger. Au contact d'un professionnel, il y a des vocations qui naissent. Sur 2 ou 3 ans, vous avez traité dans la causerie débat un thème d'actualité assez important, les vacances scolaires anticipées, notamment les congés de Noël. Vous l'avez changé cette année, c'est tellement que les choses vont mieux. Et aujourd'hui, c'est le fléau de la drogue en milieu scolaire. Quelle stratégie pour endiguer ce fléau? On peut connaître les raisons. Les raisons, toute la Côte d'Ivoire conviendra avec moi. La drogue fait des ravages, aussi bien dans nos écoles que dans la société tout entière. Et nous pensons qu'à notre humble niveau, nous devons interpeller notre jeunesse, nous devons interpeller les parents d'élèves, toute la société pour dire qu'il faut que nous fassions attention. Il faut que nous soyons regardants. Il faut que nous puissions très tôt détecter, cerner tous les aspects, tous les contours et aider nos enfants à s'en sortir. Surtout, comme je dis toujours, les aider à ne pas franchir le pas. Parce qu'en matière de drogue, c'est surtout ça le plus important. Ne pas franchir le premier pas. Pour les vacances scolaires anticipées, les choses vont mieux? Des stratégies sont en train d'être trouvées pour améliorer les choses. Nous, à notre humble niveau, nous avons fait venir des spécialistes pour donner des pistes de solutions. Nous croyons que c'est ce qui a été fait. Nous osons espérer que ce phénomène d'anticipation des vacances va prendre fin. Madame le sous-directeur, je vous laisse conclure cet entretien. Je voudrais dire merci à M. Paul Philippe pour l'occasion qu'il nous a donnée de parler à nos parents d'élèves, à la population. Et je voudrais inviter toute la population des régions d'Unzi, de Lifou et du Moronou à venir massivement à Dimbokro pour le lancement national des journées carrières. Venir partager avec les professionnels qui vont se déplacer d'Abidjan, de l'extérieur du pays, de partout pour les rencontrer, échanger avec eux. Et c'est vraiment une opportunité à ne pas rater.
Et je précise que le thème de cette année, c'est de l'école à la vie active, stratégie d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Donc, vous voyez combien de fois il est important pour la jeunesse d'être là. Nous aurons plusieurs débats, M. Paul Philippe, vous l'avez dit. Il y aura un forum pour la promotion de l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est là. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Il faut que nous puissions aller du côté de l'entrepreneuriat. Il faut que nous puissions former nos jeunes gens à se prendre en charge. Et c'est la raison essentielle pour laquelle nous avons convié des entrepreneurs, des entreprises pour partager leur expérience. Et je ne saurais achever sans dire merci à toutes les autorités qui nous accompagnent. Et cette année, notre activité est placée sous la présidence de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Monsieur Adjoumani, qui a bien voulu nous accompagner. Il faut dire que ça fait quelques années déjà que M. Adjoumani est avec nous. Nous avons aussi le ministre Adama Coulibaly, le secrétaire d'État Nguessan Kofi Lataye et bien entendu nous-mêmes notre ministre. Mais nous avons des ministres invités qui viendront nous accompagner dans ce lancement-là. Vous avez de nombreux invités cette année, Madame Eilé. Oui, M. Paul Philippe, nous avons de nombreux invités. Je veux rappeler que l'édition de cette année est placée sous la présidence de M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le parrainage est assuré par les ministres Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, et M. Kofi Nguessan Lataye, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. Je tiens à rappeler que nous avons, comme aux éditions précédentes, des invités, les invités spéciaux. Et cette année, nous accueillerons le ministre Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Pierre Demba Ngou, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, que je tiens à remercier parce que ça fait la 3e fois qu'il nous accompagne, le ministre d'en haut Poulain Claude, ministre des Sports, M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et M. Félix Anoblé, le ministre chargé des PME. Donc, c'est tous ces ministres-là du gouvernement que nous attendons à Dembokro le 26 novembre 2021. Et avant de finir, je tiens à préciser que la cérémonie d'ouverture, vendredi 26 novembre, à l'espace du Burdigala, le Dôme Saint-Albert, espace du Burdigala, c'est toujours à Dimbokro. Nous attendons toutes les populations du Nzi, de l'Ifou et du Morono. Parents d'élèves, élèves ou déscolarisés, diplômés en quête d'emploi, nous vous attendons. Venez pour échanger avec des professionnels qui effectuent des déplacements uniquement pour vous. Merci. Madame Eilé Viviane, je rappelle que vous êtes sous-directeur à la direction de l'orientation et des bourses. Vous nous informez que les journées carrières, le lancement aura lieu cette année du 25 au 27 à Dembokro. Tout à fait. À l'instant, notre invité du jour au micro de Paul Philippe. Partons pour le fait divers du jour. Un monsieur fatigué des infidélités de sa compagne va la confronter. Pour ce faire, il glisse un appareil sous son lit et alors qu'il part en mission. La suite avec vous, Nadège Kofi. Les faits divers. Les faits se sont passés à Kokro, un village de Tengrila. Dans cette localité où la majorité vit de l'orpaillage, celui que nous allons appeler Seibou, 29 ans, vit avec Mawa, sa compagne de 26 ans, et leur fils unique de 10 ans. Les longues absences à répéter de Seibou aidant, Mawa a aussi changé d'habitude. Les amants, elle les collectionne presque. Parmi eux, l'un des collègues de son mari. Chaque fois que Seibou fait remarquer à sa